Vous êtes sur TV5 Monde, c'est votre journal Afrique. Merci à vous d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à la présidentielle au Gabon. Une élection à un tour qui se déroulera dans 2 jours, samedi. Dans les rues de Libreville, les affiches sont partout en cette fin de campagne, vous le voyez, et surtout celle d'Ali Bongo, selon nos envoyés spéciaux qui sont sur place. En tout, 11 candidats sont en lice pour obtenir la magistrature suprême, dont le président sortant. Et à 2 jours de ce scrutin, nous avons voulu vous proposer ce rendez-vous, analyse, reportage, décryptage sur les enjeux de cette présidentielle. Quel bilan pour le président Ali Bongo après son premier septennat? Quelle chance pour ses adversaires, notamment le principal opposant, Jean Ping? État de la démocratie au Gabon, difficultés économiques, rapport avec la France. On va évoquer tout cela avec nos invités. Laurence Dong, universitaire et ancienne membre du parti d'Ali Bongo, le PDG. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous êtes très critique à l'encontre de votre ancien parti. Vous êtes aussi l'auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse, aux éditions L'Harmattan. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes aussi un soutien de Jean Ping, il faut le dire. Du côté des soutiens d'Ali Bongo, nous avons Cyril Ona, coordinateur des forces citoyennes de la diaspora pour le président sortant et candidat donc à sa propre succession. Merci aussi à vous d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également Christian Éboulet de la rédaction de TV5 Monde. Et c'est Christian Éboulet qui va commencer par nous faire un petit topo sur le Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, mais dont la population jeune vit pour un tiers dans la pauvreté, une ancienne colonie française également. Oui, et comme on le voit sur cette carte, le Gabon est situé dans le golfe de Guinée, sur les bords de l'océan Atlantique, et ce pays qui s'étend sur 266 677 km² compte aujourd'hui seulement 1 800 000 habitants environ, dont 41% sont âgés de moins de 15 ans. Population très jeune, donc. Très jeune. Le Gabon est l'un des pays les moins peuplés d'Afrique, car 80% à peu près de ce territoire est occupé par des forêts. Et avec des pays comme le Congo-Brazzaville, la Centrafrique ou encore le Tchad, il a fait partie de ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française jusqu'en 1960, date de son indépendance, le 17 août exactement. Et depuis, 3 présidents se sont succédés à la tête du pays. Léon Mba de 61 à 67, ensuite Omar Bongo Ondimba de 1967 à 2009, date de son décès, et depuis septembre 2009, bien évidemment, Ali Bongo a succédé à son père, Omar Bongo, à la tête du pays. Alors Christian, vous venez de le rappeler, cela fait près de 50 ans que la famille Bongo est à la tête du Gabon. Et pour vous, Laurence Dong, eh bien, il faut changer de président, il faut changer de système. Il est temps. Vous soutenez Jean Ping, je l'ai dit, vous l'avez annoncé sur le site Info 241. Mais la question que je veux vous poser, c'est est-il vraiment le candidat du changement? Jean Ping, c'est un ancien pilier du système Bongo. Il a été chef de cabinet d'Omar Bongo. Il a été ministre également. Il est père de 2 enfants avec la sœur d'Ali Bongo. Et sa rupture avec Ali Bongo, d'ailleurs, est assez récente. Alors, est-ce que c'est vraiment lui le candidat du changement? Jean Ping est le candidat, déjà je vous remercie de m'avoir convié à cette émission, Jean Ping est le candidat du changement parce que quoi qu'ayant ses relations de famille avec les Bongos, ce n'est pas un Bongo. Et le fait d'avoir été dans le système permet aussi de le voir de l'intérieur et de réaliser peut-être combien de fois on s'est trompé. C'est son argument en tout cas. Combien de fois il est important aujourd'hui de changer les choses. Les successions dynastiques ne sont plus de mise. Le Gabon est censé être une démocratie. Et nous savons tous que Ali Bongo est là simplement parce qu'il était le fils d'Omar Bongo qui déjà a régné pendant 42 ans, ce qui n'était pas déjà normal. Donc aujourd'hui, ce que les Gabonais veulent, c'est voir à la tête du pays un autre nom qu'un Bongo, parce que, comme nous le verrons, ce n'est pas simplement une affaire de nom, mais c'est une affaire que cette famille, aujourd'hui, est plus riche que l'État gabonais. Elle n'a cessé de faire dans la procrastination, en promettant les meilleurs lendemains, mais la situation qu'on vit aujourd'hui au Gabon et que tous les indicateurs sociaux sont au rouge, peut-être qu'il faut changer complètement de président pour changer aussi de système. Alors, Cyril Ona, vous êtes le coordinateur des forces citoyennes de la diaspora pour Ali Bongo. Un des slogans du président sortant durant cette campagne, ça a été le changement, c'est moi. Comment justifier ce slogan quand on est le président sortant? De nombreux adversaires du président l'ont d'ailleurs raillé là-dessus. Vous savez, la vie commence par le rêve. Et lorsque le président Ali Bongo pose les jalons d'un Gabon qui doit devenir un pays émergent à l'horizon 2025, cela marque là une rupture avec l'ancienne gouvernance. C'est d'abord ça le premier changement. Ensuite, il fixe le cap de ce qui doit être les nouvelles politiques publiques d'éducation, de santé, d'économie, de la manière dont il va falloir gérer le pays
Il a déjà un bilan, il a déjà 7 ans derrière lui, Ali Bongo. Bien sûr, on va en parler, j'espère. Et vous allez voir que ce bilan est en complète rupture avec ce qui se faisait avant. Voilà. Lance donc une réaction. Par rapport à ça, est-ce que ce bilan est en complète rupture avec ce qui se faisait avant? Je veux saluer le courage de mon compatriote Cyril Ona. Je le trouve très courageux parce qu'il faut même de la témérité pour venir à la face du monde défendre le régime kleptocrate d'Ali Bongo. Un régime voleur, un kleptocrate. Un régime voleur qui s'est installé dans le détournement de fonds depuis du belle lurette. Et Ali Bongo n'a pas rompu avec ses manières. Il n'a pas rompu avec les détournements de fonds. Il a annoncé des choses qu'il devait faire, mais qu'il n'a jamais faites. Si je prends simplement le cas de l'éducation, quand on considère le plan stratégique Gabon émergent, que je connais bien, puisque l'ayant étudié, ayant fait partie du parti, et c'est d'ailleurs ce plan qui m'a fait adhérer au parti, parce que je me suis dit, ça y est, c'est bon. Si on met en œuvre ce plan, c'est sûr, le pays va avancer. Il était question, d'après le plan stratégique Gabon émergent, qu'en 2016, on ait réduit considérablement les effectifs dans les classes, dans les salles de classe. Parce qu'il faut le dire, au Gabon, pour 1 800 000 habitants, pour ne pas dire 500 000 habitants, qui est le vrai chiffre, nous avons des classes de 200 élèves au collège, 100 élèves en moyenne. Et nous avons un taux de redoublement de 40%, qui est 2 fois la moyenne africaine et le plus élevé au monde. Mais à l'heure qu'il est, il y a pendant 7 ans, Ali Bongo n'a pas construit un seul établissement scolaire, mais pendant ce temps, son épouse a construit une école privée sur les fonds de l'État. Elle a coûté 21 milliards et pour y entrer, il faut débourser pas moins de 1 500 à 4 500 euros. Justement, Laurence, donc on va parler des promesses non tenues de ce septennat. Un des gros problèmes au Gabon, c'est le logement. En 2009, Ali Bongo avait promis la construction de 35 000 logements sociaux. Aujourd'hui, on en est loin, 10% à peine sont sortis de terre. Et pour ce qui est des logements construits, eh bien, il y a aussi quelques problèmes. Vous allez le voir à Libreville dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Ilham Taoufiki et Clément Aline. Regardez. Des maisons en préfabriqué, des logements sociaux construits à l'identique, alignés au milieu de nulle part. Bienvenue à la cité de l'égalité des chances, comme Michael, Mapolline et d'autres l'ont rebaptisé. Que tu sois enfant de pauvres, que tu sois enfant de riches, que tu sois de telle ethnie, de telle région et autres, nous devons tous avoir un logement décent. C'est pour cela que nous avons bâti cette cité égalité des chances. Et ça sied d'ailleurs avec le programme sociétal de l'autre. L'autre, c'est Ali Bongo. Cette cité, c'est son projet. En février dernier, 872 logements sociaux sont attribués par tirage au sort. Seul problème, seule la moitié sont habitables. Les autres n'ont pas été terminés suite à un défaut de paiement. Sans eau ni électricité, aucun des tirés au sort n'a voulu y habiter. D'autres, en revanche, se sont engouffrés dans la brèche de manière illégale. On dit la nature a horreur du vide. Nous, on a vu des maisons à état d'abandon quasi pratiquement pendant 17 mois d'après ce qui nous a été dit. On est venu, on est rentré, on avait besoin de logement. Mapolline et Michael sont à la tête d'une association, une sorte de syndic de 2700 âmes qui occupe les lieux, sans que l'État ne leur reconnaisse le droit d'y vivre. En attendant, le collectif s'occupe de tout. Organiser la sécurité, superviser les travaux pour améliorer le quotidien et souvent régler des litiges. Oui, bonjour. J'ai un petit souci chez moi en haut là-bas. Oui. Donc je me suis déplacée la dernière fois. Cette femme s'est attribuée une maison en juin dernier. Après quelques jours d'absence, elle a trouvé le bien qu'elle occupé par un autre. Oui. Le voilà d'ailleurs qui arrive. C'est qui là-bas? C'est quoi? Comment vous filmez? Vous, comment avez-vous fait pour rentrer dans cette maison? Déjà de 1, je suis ici. Cette maison m'a été attribuée, pour ne même pas dire je l'ai achetée. Pour ne pas dire je l'ai achetée. Qui vous l'a attribué? Le gardien. Cette carte. Après des heures de palabres, c'est la femme qui a eu gain de cause. Elle est enceinte et surtout totalement démunie, comme beaucoup d'occupants illégaux de la cité. Chancia vit ici avec ses 6 enfants. Elle n'a pas l'eau, pas l'électricité, mais c'est toujours mieux que le bidonville où elle habitait. Alors sa maison, elle espère bien y rester. C'est tout ce que je peux leur demander, de nous laisser dans les maisons. Si ils ont pitié vraiment de nous. Si Chancia mise sur la compassion des autorités, d'autres, comme Diopinette, ont une toute autre stratégie pour les amadouer. C'est la fiche de l'égalité des chances, étant donné que c'était son projet, raison pour laquelle j'ai fait cette banderole, un peu comme pour lui dire merci, tout simplement.
Dans la cité, c'est elle qui mène la campagne pour Ali Bongo et espère bien en retour qu'il s'en souviendra. Tu travailles, tu poses un acte et lui en retour, il te récompense. Et ce serait quoi la récompense pour vous? Bien, ça peut être le travail, ça peut être que je reste dans ma maison avec mon bureau, que nous occupons la maison pour toujours. En 7 ans, Ali Bongo a fait construire près de 3700 logements sociaux contre les 35 000 promis. À ce rythme-là, ironisait un économiste, il faudrait près d'un demi-siècle pour résorber la crise du logement dans le pays. Cyril Ona, pourquoi cette promesse de construction de logements sociaux n'a pas été tenue durant ce septennat? Comment l'expliquez-vous? Je note tout d'abord que votre reportage est très orienté sur un secteur qui n'a pas bien marché. La première chose qu'il faut relever... C'est un angle, hein, ce n'est pas une orientation. Non, mais tout à fait. Vous n'avez pas fait un reportage sur les secteurs qui ont marché. Lorsqu'on gère un pays, on ne se concentre pas uniquement sur un secteur. C'est multisectoriel. Non, mais ça faisait partie des promesses importantes du candidat Ali Bongo. Ce que je dis, oui, bien sûr. Et ça, on ne peut pas le nier. Il a fait avancer le domaine de la construction des routes. Vous n'en parlez pas. Si, mais moi j'allais l'évoquer avec vous en termes d'infrastructure et de routes, justement. Il y a eu beaucoup de progrès. Je dis, ce secteur, ça fait partie de ceux qui n'ont pas beaucoup marché. Donc, je me félicite d'ailleurs d'une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle des logements sociaux au Gabon. Est-ce que vous avez comparé sur la période précédente? Non, on n'en parlait pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une modernisation. Pourquoi promettre 35 000 logements sociaux dans ce cas-là? Bien sûr, lorsqu'on s'engage dans une campagne, on fait une feuille de route sur ses intentions. Il avait l'intention de construire 5 000 logements par an. C'est une promesse qui n'a pas été tenue, et il le reconnaît. Mais en ce moment, il y a des constructions de logements. Les livraisons vont se faire d'ici la fin d'année et l'année prochaine. Ce que je voulais souligner dans votre élément, c'est que vous avez pris un secteur qui n'a pas bien marché. On vous a entendu sur cette question, évidemment. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je déplore cet élément. Par contre... Mais c'est une réalité en même temps, on ne peut pas la nier. Oui, on ne peut pas la nier. Mais est-ce que vous connaissez le problème du foncier au Gabon? Avant, il fallait au moins 80 signatures pour avoir un titre foncier. Donc, lorsqu'on arrive sur un secteur tel que celui de l'habitat, il faut faire un toilettage, un état des lieux de ce qui existe, et ensuite, on met en œuvre les politiques publiques du logement. Donc, ça a pris du retard, mais j'ai confiance que d'ici l'année prochaine, vous allez voir la livraison des logements. Laurence, donc je vous voyais secouer la tête. Ah oui, les logements n'ont pas pris du retard, les logements c'est un échec. Et lorsqu'on fait un reportage, on voit bien ici qu'on est en présence d'un parti qui est habitué à l'auto-congratulation et qui ne veut qu'on ne passe dans les médias que ce qu'ils pensent avoir réussi. Et dès qu'on pointe du doigt un secteur sur lequel ils ont lamentablement échoué, ils ne sont pas capables de l'assumer. Lorsqu'on est chef de l'État, lorsqu'on propose un programme de société, c'est qu'on a pris en amont le temps d'étudier la faisabilité de ce que l'on propose. D'autant plus que Ali Bongo n'est pas un novice en politique. Son père a dirigé le Gabon pendant 42 ans. C'était le même parti, la même famille, et il a été ministre pendant plus de 15 ans dans des ministères régaliens, donc il connaît bien la machine, et donc il ne peut pas prétexter ne pas avoir connu la machine pour justifier l'échec. Justement, je le disais tantôt, ce gouvernement, depuis 50 ans, on est dans la procrastination. On échoue, mais on dit non, accordez-nous encore une chance, vous aurez les logements la prochaine fois. Mais quand on en promet 35 000 et qu'on n'en fait que 872, je suis désolé, l'échec est cuisant et on tourne la page. Alors je voudrais évoquer... Oui, allez-y, répondez. Ce que Mme Dong oublie de dire, c'est que les adversaires d'Ali Bongo aujourd'hui ont fait partie de ce système. Ali Bongo, ministre des Affaires étrangères... On l'a rappelé dès le début, hein, Jean-Ping faisait partie bien sûr, ministre des Affaires étrangères, il a ramené 2 centres médicaux à Oyem et à Mouila. Ministre de la Défense, il a fait construire l'un des fleurons aujourd'hui à Libreville, c'est l'hôpital des armées. Président de la République, vous voyez Libreville, c'est le premier centre hospitalier de la sous-région. Donc c'est de dire qu'il a un bilan en tant que ministre. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est que ses adversaires nous montrent ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans ce système. Alors, moi, je voudrais qu'on évoque un autre thème assez rapidement, Christian. Il s'agit des relations entre la France et le Gabon. Et on dit que pendant longtemps, le Gabon a été un des fers de lance de la France-Afrique. Eh bien, rappelons tout d'abord, Marion, que la France-Afrique, c'est un mélange assez bizarre de néocolonialisme à la française et de barbouzerie de tout genre, dont le Gabon et la Côte d'Ivoire, notamment, ont été 2 des places fortes jusque dans les années 80.
et 90. D'ailleurs, le président Ali Bongo, feu président Omar Bongo Ondimba, déclarait dans le quotidien Libération en 96, l'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur, et la France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant. C'est dire. Et si le Gabon aujourd'hui reste un partenaire privilégié, malgré cette France-Afrique qui reste résiduelle, eh bien c'est parce que la France a bénéficié, grâce au Gabon, de l'uranium et du pétrole, qui sont deux matières premières stratégiques qui ont contribué à faire de la France une puissance atomique d'un côté et à garantir son indépendance énergétique de l'autre. On dit également que les relations entre la France et le Gabon sont en perte de vitesse, Cyril Ona. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? On dit par exemple que le président Hollande n'est pas venu au Gabon en visite officielle durant son mandat. Mais écoutez, cela montre clairement que le Gabon est un pays indépendant qui veut se développer avec ses moyens et ses ressources. Mais la France reste un partenaire privilégié. Ce n'est pas parce que M. Hollande n'a pas rendu visite au président Ali Bongo que ça veut dire que les rapports entre la France et le Gabon se sont détériorés. Bien au contraire. Il faut aujourd'hui, et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a un changement de gouvernance au Gabon. Une modernisation de la façon de mener les politiques publiques. Vous savez ce qui se passait au Gabon? C'est-à-dire qu'on mettait par endroit des individus à qui on confiait une manne financière pour développer leur localité. Ali Bongo est arrivé, il a dit, l'État doit reprendre son rôle régalien d'assurer le développement du pays afin d'assurer le bien-être des populations. Cyril Ona, est-ce que ça marche vraiment aujourd'hui, Bien sûr. Parce que c'est un peu compliqué de défendre le bilan économique d'Ali Bongo. En 7 ans, il y a eu du mieux, c'est vrai, on l'a dit, du côté des infrastructures, des routes, du centre hospitalier de Libreville. Mais la dette publique, par exemple, elle a plus que doublé en 7 ans. Le taux de croissance, il a progressé au début du septennat, mais aujourd'hui, il est en baisse avec un peu plus de 3% prévu seulement en 2016. Il y a le problème aussi de la diversification de l'économie, l'économie qui est trop liée au secteur pétrolier. Mais c'est difficile de défendre ce bilan économique aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous savez, Ali Bongo prend un pays qui est en récession, moins 0,9%, lorsqu'il prend le pays. Vous avez dit vous-même, nous sommes aujourd'hui à 3%, c'est ça? 3,1%. Voilà, on a flirté avec les 6%. Vous savez pourquoi on a atteint 6%? C'est parce qu'il y a eu diversification de l'économie. Pourquoi il y a eu diversification de l'économie? Parce qu'il y a eu des réformes fortes afin de favoriser une première transformation de nos matières premières qui sont génératrices d'emplois. En tout cas, en termes de bilan économique, ça ne transparaît pas dans les résultats aujourd'hui, selon mais bien sûr, parce que vous parlez de croissance, une croissance que la France elle-même n'a pas. 3%, je m'en félicite, la France n'a pas ça. Vous me parlez de la dette, mais excusez-moi, le premier pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. À tout seigneur, tout honneur. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas prétendre vouloir développer un pays sans contracter une dette. Oui, mais Cyril Ona, il y a aussi le sondage d'Afrobaromètre et de la perception des Gabonais de leur économie. 61% d'entre eux considèrent que la situation économique du pays est mauvaise aujourd'hui. Les sondages et les chiffres, on peut donner... C'est une large majorité. Quand même. Mais non, une large majorité. Je ne sais pas qui vous a donné ce sondage. Mais il y a une chose. C'est Afrobaromètre. Non, mais c'est le ressenti des Gabonais. C'est d'abord la première chose. Le ressenti des Gabonais avec la mise en œuvre, la mise en place de la CNAM-GS, la couverture santé-maladie qui est une première en Afrique subsaharienne. Et ça ne couvre pas uniquement que la santé-maladie, mais également les prestations sociales. Une première en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, ça fait école, puisque les autres pays viennent rendre visite au Gabon pour savoir comment on a mis ça en œuvre. Je voudrais redonner la parole à Laurence Dong aussi, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission spéciale. Je voudrais commencer par son dernier point sur la CNAM-GS. En fait, ils font comme si Ali Bongo était arrivé au pouvoir et que son parti et son père n'avaient pas dirigé avant. La CNAM, lorsqu'Omar Bongo décède en 2009, son mandat va jusqu'en 2012. Donc, quand Ali Bongo arrive, le dossier de la CNAM-GS est bouclé. C'est un dossier qui a été traité alors que son père était vivant. Monsieur Mbaoubam était à l'époque ministre des Affaires sociales et c'est Bernard Kouchner d'ailleurs qui a rédigé ce rapport. Donc, Ali Bongo n'a fait que nommer les responsables de la CNAM-GS qui d'ailleurs aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle devrait. On n'a pas beaucoup de temps. Mais lorsqu'il parle de la dette, ce qu'ils ne disent pas au PDG, c'est que lorsqu'Omar Bongo décède en 2009, en 2008, il avait remboursé 80% de la dette du Gabon au club de Paris. Donc, Ali Bongo hérite d'un pays qui n'est quasiment pas endetté. 1368 milliards
de dettes. Et aujourd'hui, on a près de 5 milliards de dettes. Et dans le même temps, on a eu 21 000 milliards de francs CFA de budget en 7 ans et 5 milliards de dollars d'investissements étrangers. Mais dans le même temps, on n'a pas vu sur le terrain ni les écoles, ni les logements, ni même les infrastructures, parce que j'ai là des images des routes dans lesquelles on roule à Libreville. Donc, Cyril Ona, vous êtes très courageux de venir défendre Une dernière action extrêmement rapide. Oui, mais c'est très ridicule quand elle montre une photo d'une route dégradée. Bien sûr, on ne peut pas développer un pays en 7 ans, vous savez. On a compris. Le processus de développement est long. Mais on tient les engagements que l'on a pris. Bien sûr, c'est ce qui a été fait. Mais quand on n'est pas capable de tenir les engagements, c'est qu'on est incompétent pour diriger le pays. C'est ce qui a été fait. Vous n'avez pas tenu vos engagements. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir, Cyril Ona. La meilleure offre politique du moment, c'est Ali Bongo. Il ne peut pas incarner le changement. Il incarne la continuité des détournements de fonds. Il incarne la continuité des détournements de fonds. Cyril Ona, Laurence Donk, je vous remercie. La bande qui ont pillé le Gabon. C'est un club de pilleurs. Je vous remercie d'avoir été nos invités. On comprend que vous n'êtes pas d'accord. L'élection au Gabon, la présidentielle, c'est donc samedi. On va continuer de suivre, bien sûr, cette élection sur nos antennes, sur nos journaux, dans notre journal africain sur le 64 minutes. Merci à vous d'avoir été nos invités. Et moi, je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. Vous êtes sur TV5 Monde, c'est votre journal Afrique. Merci à vous d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à la présidentielle au Gabon. Une élection à un tour qui se déroulera dans 2 jours, samedi. Dans les rues de Libreville, les affiches sont partout en cette fin de campagne, vous le voyez, et surtout celle d'Ali Bongo, selon nos envoyés spéciaux qui sont sur place. En tout, 11 candidats sont en lice pour obtenir la magistrature suprême, dont le président sortant. Et à 2 jours de ce scrutin, nous avons voulu vous proposer ce rendez-vous, analyse, reportage, décryptage sur les enjeux de cette présidentielle. Quel bilan pour le président Ali Bongo après son premier septennat? Quelle chance pour ses adversaires, notamment le principal opposant, Jean Ping? État de la démocratie au Gabon, difficultés économiques, rapport avec la France. On va évoquer tout cela avec nos invités. Laurence Donk, universitaire et ancienne membre du parti d'Ali Bongo, le PDG. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous êtes très critique à l'encontre de votre ancien parti. Vous êtes aussi l'auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse, aux éditions L'Harmattan. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes aussi un soutien de Jean Ping, il faut le dire. Du côté des soutiens d'Ali Bongo, nous avons Cyril Ona, coordinateur des forces citoyennes de la diaspora pour le président sortant et candidat donc à sa propre succession. Merci aussi à vous d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également Christian Éboulet de la rédaction de TV5 Monde. Et c'est Christian Éboulet qui va commencer par nous faire un petit topo sur le Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, mais dont la population jeune vit pour un tiers dans la pauvreté, une ancienne colonie française également. Oui, et comme on le voit sur cette carte, le Gabon est situé dans le golfe de Guinée, sur les bords de l'océan Atlantique, et ce pays qui s'étend sur 266 677 kilomètres carrés compte aujourd'hui seulement 1 800 000 habitants environ, dont 41% sont âgés de moins de 15 ans. Population très jeune, donc. Très jeune. Le Gabon est l'un des pays les moins peuplés d'Afrique, car 80% à peu près de ce territoire est occupé par des forêts. Et avec des pays comme le Congo-Brazzaville, la Centrafrique ou encore le Tchad, il a fait partie de ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française jusqu'en 1960, date de son indépendance, le 17 août exactement. Et depuis, 3 présidents se sont succédés à la tête du pays. Léon Mba de 61 à 67, ensuite Omar Bongo Ondimba de 1967 à 2009, date de son décès, et depuis septembre 2009,
bien évidemment, Ali Bongo a succédé à son père, Omar Bongo, à la tête du pays. Alors Christian, vous venez de le rappeler, cela fait près de 50 ans que la famille Bongo est à la tête du Gabon. Et pour vous, Laurence Dong, eh bien, il faut changer de président, il faut changer de système. Il est temps. Vous soutenez Jean Ping, je l'ai dit, vous l'avez annoncé sur le site Info 241. Mais la question que je veux vous poser, c'est est-il vraiment le candidat du changement? Jean Ping, c'est un ancien pilier du système Bongo. Il a été chef de cabinet d'Omar Bongo. Il a été ministre également. Il est père de 2 enfants avec la sœur d'Ali Bongo. Et sa rupture avec Ali Bongo, d'ailleurs, est assez récente. Alors, est-ce que c'est vraiment lui le candidat du changement? Jean Ping est le candidat, déjà je vous remercie de m'avoir convié à cette émission, Jean Ping est le candidat du changement parce que quoi qu'ayant ses relations de famille avec les Bongos, ce n'est pas un Bongo. Et le fait d'avoir été dans le système permet aussi de le voir de l'intérieur et de réaliser peut-être combien de fois on s'est trompé. C'est son argument, en tout cas. Combien de fois il est important aujourd'hui de changer les choses. Les successions dynastiques ne sont plus de mise. Le Gabon est censé être une démocratie. Et nous savons tous que Ali Bongo est là simplement parce qu'il était le fils d'Omar Bongo qui déjà a régné pendant 42 ans, ce qui n'était pas déjà normal. Donc aujourd'hui, ce que les Gabonais veulent, c'est voir à la tête du pays un autre nom qu'un Bongo, parce que, comme nous le verrons, ce n'est pas simplement une affaire de nom, mais c'est une affaire que cette famille, aujourd'hui, est plus riche que l'État gabonais. Elle n'a cessé de faire dans la procrastination, en promettant les meilleurs lendemains, mais la situation qu'on vit aujourd'hui au Gabon et que tous les indicateurs sociaux sont au rouge, peut-être qu'il faut changer complètement de président pour changer aussi de système. Alors, Cyril Hona, vous êtes le coordinateur des forces citoyennes de la diaspora pour Ali Bongo. Un des slogans du président sortant durant cette campagne, ça a été le changement, c'est moi. Comment justifier ce slogan quand on est le président sortant? De nombreux adversaires du président l'ont d'ailleurs raillé là-dessus. Ben vous savez, la vie commence par le rêve. Et lorsque le président Ali Bongo pose les jalons d'un Gabon qui doit devenir un pays émergent à l'horizon 2025, cela marque là une rupture avec l'ancienne gouvernance. C'est d'abord ça le premier changement. Ensuite, il fixe le cap de ce qui doit être les nouvelles politiques publiques d'éducation, de santé, d'économie, de la manière dont il va falloir gérer le pays en complètement... Il a déjà un bilan, il a déjà 7 ans derrière lui, Ali Bongo. Bien sûr, on va en parler, j'espère. Et vous allez voir que ce bilan est en complète rupture avec ce qui se faisait avant. Voilà. Lance donc une réaction. Par rapport à ça, est-ce que ce bilan est en complète rupture avec ce qui se faisait avant? Je veux saluer le courage de mon compatriote Cyril Hona. Je le trouve très courageux parce que il faut même de la témérité pour venir à la face du monde défendre le régime kleptocrate d'Ali Bongo. Un régime voleur, un kleptocrate. Un régime voleur qui s'est installé dans le détournement de fonds depuis du belle lurette, et Ali Bongo n'a pas rompu avec ses manières. Il n'a pas rompu avec les détournements de fonds. Il a annoncé des choses qu'il devait faire mais qu'il n'a jamais faites. Si je prends simplement le cas de l'éducation, quand on considère le plan stratégique Gabon émergent, que je connais bien puisque l'ayant étudié, ayant fait partie du parti, et c'est d'ailleurs ce plan qui m'a fait adhérer au parti parce que je me suis dit ça y est, c'est bon. Si on met en œuvre ce plan, c'est sûr le pays va avancer. Il était question, d'après le plan stratégique Gabon émergent, qu'en 2016, on ait réduit considérablement les effectifs dans les classes, dans les salles de classe. Parce qu'il faut le dire, au Gabon, pour 1 800 000 habitants, pour ne pas dire 500 000 habitants, qui est le vrai chiffre, nous avons des classes de 200 élèves au collège, 100 élèves en moyenne. Et nous avons un taux de redoublement de 40%, qui est 2 fois la moyenne africaine et le plus élevé au monde. Mais à l'heure qu'il est, il y a... Pendant 7 ans, Ali Bongo n'a pas construit un seul établissement scolaire, mais pendant ce temps, son épouse a construit une école privée sur les fonds de l'État. Elle a coûté 21 milliards et pour y entrer, il faut débourser pas moins de 1 500 à 4 500 euros. Justement, Laurence, donc on va parler des promesses non tenues de ce septennat. Un des gros problèmes au Gabon, c'est le logement. En 2009, Ali Bongo avait promis la construction de 35 000 logements sociaux. Aujourd'hui, on en est loin, 10% à peine sont sortis. Sous-région. Donc, c'est de dire qu'il a un bilan en tant que ministre. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est que ses adversaires nous montrent ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans ce système. Alors, moi, je voudrais qu'on évoque un autre thème assez rapidement, Christian. Il s'agit des relations entre la France et le Gabon. Et on dit que pendant longtemps, le Gabon a été un des fers de lance de la France-Afrique. Eh bien, rappelons tout d'abord, Marion, que la France-Afrique, c'est un mélange assez bizarre de néocolonialisme à la française et de barbouzerie de tout genre, dont le Gabon et la Côte d'Ivoire, notamment, ont été 2 des places fortes jusque dans les années 80.
et 90. D'ailleurs, le président Ali Bongo, feu président Omar Bongo Ondimba, pardon, déclarait dans le quotidien Libération en 96, l'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur, et la France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant. C'est dire. Et si le Gabon aujourd'hui reste un partenaire privilégié, malgré cette France-Afrique qui reste résiduelle, eh bien c'est parce que la France a bénéficié, grâce au Gabon, de l'uranium et du pétrole, qui sont deux matières premières stratégiques qui ont contribué à faire de la France une puissance atomique d'un côté et à garantir son indépendance énergétique de l'autre. On dit également que les relations entre la France et le Gabon sont en perte de vitesse, Cyril Ona. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? On dit par exemple que le président Hollande n'est pas venu au Gabon en visite officielle durant son mandat. Mais écoutez, cela montre clairement que le Gabon est un pays indépendant qui veut se développer avec ses moyens et ses ressources. Mais la France reste un partenaire privilégié. Ce n'est pas parce que M. Hollande n'a pas rendu visite au président Ali Bongo que ça veut dire que les rapports entre la France et le Gabon se sont détériorés. Bien au contraire. Il faut aujourd'hui, et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a un changement de gouvernance au Gabon. Une modernisation de la façon de mener les politiques publiques. Vous savez ce qui se passait au Gabon? C'est-à-dire qu'on mettait par endroit des individus à qui on confiait une manne financière pour développer leur localité. Ali Bongo est arrivé, il a dit, l'État doit reprendre son rôle régalien d'assurer le développement du pays afin d'assurer le bien-être des populations. Cyril Ona, est-ce que ça marche vraiment aujourd'hui, hein? Bien sûr. Parce que c'est un peu compliqué de défendre le bilan économique d'Ali Bongo. En 7 ans, il y a eu du mieux, c'est vrai, hein, on l'a dit, du côté des infrastructures, des routes, du centre hospitalier de Libreville. Mais la dette publique, par exemple, elle a plus que doublé en 7 ans. Le taux de croissance, il a progressé au début du septennat, mais aujourd'hui, il est en baisse avec un peu plus de 3% prévu seulement en 2016. Il y a le problème aussi de la diversification de l'économie, l'économie qui est trop liée au secteur pétrolier. C'est difficile de défendre ce bilan économique aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous savez, Ali Bongo prend un pays qui est en récession, moins 0,9%, lorsqu'il prend le pays. Vous avez dit vous-même, nous sommes aujourd'hui à 3%, c'est ça? 3,1%. Voilà, on a flirté avec les 6%. Vous savez pourquoi on a atteint 6%? C'est parce qu'il y a eu diversification de l'économie. Pourquoi il y a eu diversification de l'économie? Parce qu'il y a eu des réformes fortes afin de favoriser une première transformation de nos matières premières qui sont génératrices d'emplois. En tout cas, en termes de bilan économique, ça ne transparaît pas dans les résultats aujourd'hui, hein, selon mais bien sûr, les parce rapports que vous parlez de croissance, une croissance que la France elle-même n'a pas. 3%, je m'en félicite, la France n'a pas ça. Vous me parlez de la dette. Mais de terre. Et pour ce qui est des logements construits, eh bien, il y a aussi quelques problèmes. Vous allez le voir à Libreville dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Ilham Taoufiki et Clément Aline. Regardez. Des maisons en préfabriqué, des logements sociaux construits à l'identique, alignés au milieu de nulle part. Bienvenue à la cité de l'égalité des chances, comme Michael, Mapolline et d'autres l'ont rebaptisé. Que tu sois enfant de pauvres, que tu sois enfant de riches, que tu sois de telle ethnie, de telle région et autres, nous devons tous avoir un logement décent. C'est pour cela que nous avons bâti cette cité égalité des chances. Et ça sied d'ailleurs avec le programme sociétal de l'autre. L'autre, c'est Ali Bongo. Cette cité, c'est son projet. En février dernier, 872 logements sociaux sont attribués par tirage au sort. Seul problème, seule la moitié sont habitables. Les autres n'ont pas été terminés suite à un défaut de paiement. Sans eau ni électricité, aucun des tirés au sort n'a voulu y habiter. D'autres, en revanche, se sont engouffrés dans la brèche de manière illégale. On dit la nature a horreur du vide. Nous, on a vu des maisons à état d'abandon quasi pratiquement pendant 17 mois d'après ce qui nous a été dit. On est venu, on est rentré, on avait besoin de logement. Mapolline et Michael sont à la tête d'une association, une sorte de syndic de 2700 âmes qui occupe les lieux, sans que l'État ne leur reconnaisse le droit d'y vivre. En attendant, le collectif s'occupe de tout. Organiser la sécurité, superviser les travaux pour améliorer le quotidien et souvent régler des litiges. Oui, bonjour. J'ai un petit souci chez moi en haut là-bas. Oui. Bon, je me suis déplacée la dernière fois. Cette femme s'est attribuée une maison en juin dernier. Après quelques jours d'absence, elle a trouvé le bien qu'elle occupait, occupé par un autre. Oui. Le voilà d'ailleurs qui arrive. C'est qui là-bas? C'est quoi? Comment vous filmez? Vous, comment avez-vous fait pour rentrer dans cette maison? Déjà de 1.
Je suis ici, j'ai cette maison m'a été attribuée, pour ne même pas dire je l'ai achetée. Hein? Pour ne pas dire je l'ai achetée. Qui vous l'a attribué? Le gardien. Cette carte. Après des heures de palabres, c'est la femme qui a eu gain de cause. Elle est enceinte et surtout totalement démunie, comme beaucoup d'occupants illégaux de la cité. Chancia vit ici avec ses 6 enfants. Elle n'a pas l'eau, pas l'électricité, mais c'est toujours mieux que le bidonville où elle habitait. Alors sa maison, elle espère bien y rester. C'est tout ce que je peux leur demander, de nous laisser dans les maisons. Si ils ont pitié vraiment de nous. Si Chancia mise sur la compassion des autorités, d'autres, comme Diopinette, ont une toute autre stratégie pour les amadouer. C'est la fiche de l'égalité des chances, étant donné que c'était son projet, raison pour laquelle j'ai fait cette banderole, un peu comme pour lui dire merci, tout simplement. Dans la cité, c'est elle qui mène la campagne pour Ali Bongo et espère bien en retour qu'il s'en souviendra. Tu travailles, tu poses un acte et lui en retour, il te récompense. Et ce serait quoi la récompense pour vous? Bien, ça peut être le travail, ça peut être que je reste dans ma maison avec mon bureau, que nous occupons la maison pour toujours. En 7 ans, Ali Bongo a fait construire près de 3700 logements sociaux contre les 35 000 promis. À ce rythme-là, ironisait un économiste, il faudrait près d'un demi-siècle pour résorber la crise du logement dans le pays. Cyril Ona, pourquoi cette promesse de construction de logements sociaux n'a pas été tenue durant ce septennat? Comment l'expliquez-vous? Je note tout d'abord que votre reportage est très orienté sur un secteur qui n'a pas bien marché. La première chose qu'il faut relever... C'est un angle, hein, ce n'est pas une orientation. Non, mais tout à fait. Vous n'avez pas fait un reportage sur des secteurs qui ont marché. Lorsqu'on gère un pays, on ne se concentre pas uniquement sur un secteur. C'est multisectoriel. Non, mais ça fait partie des promesses importantes du candidat Ali Bongo. Ce que je dis, oui, bien sûr. Et ça, on ne peut pas le nier. Il a fait avancer le domaine de la construction des routes. Vous n'en parlez pas. Si, mais moi j'allais l'évoquer avec vous en termes d'infrastructure et de routes, justement. Il y a eu beaucoup de progrès. Je dis, ce secteur, ça fait partie de ceux qui n'ont pas beaucoup marché. Donc, je me félicite d'ailleurs d'une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle des logements sociaux au Gabon. Est-ce que vous avez comparé sur la période précédente? Non, on n'en parlait pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une modernisation. Pourquoi promettre 35 000 logements sociaux dans ce cas-là? Bien sûr, lorsqu'on s'engage dans une campagne, on fait une feuille de route sur ses intentions. Il avait l'intention de construire 5 000 logements par an. C'est une promesse qui n'a pas été tenue, et il le reconnaît. Mais en ce moment, il y a des constructions de logements. Les livraisons vont se faire d'ici fin d'année et l'année prochaine. Ce que je voulais souligner dans votre élément, c'est que vous avez pris un secteur qui n'a pas bien marché. On vous a entendu sur cette question, évidemment. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je déplore cet élément. Par contre... Mais c'est une réalité en même temps, on ne peut pas la nier. Oui, on ne peut pas la nier. Mais est-ce que vous connaissez le problème du foncier au Gabon? Avant, il fallait au moins 80 signatures pour avoir un titre foncier. Donc, lorsqu'on arrive sur un secteur tel que celui de l'habitat, il faut faire un toilettage, un état des lieux de ce qui existe, et ensuite, on met en œuvre les politiques publiques du logement. Donc, ça a pris du retard, mais j'ai confiance que d'ici l'année prochaine, vous allez voir la livraison des logements. Laurence, donc je vous voyais secouer la tête. Ah oui, les logements n'ont pas pris du retard, les logements c'est un échec. Et lorsqu'on fait un reportage, on voit bien ici qu'on est en présence d'un parti qui est habitué à l'auto-congratulation et qui ne veut qu'on ne passe dans les médias que ce qu'ils pensent avoir réussi. Et dès qu'on pointe du doigt un secteur sur lequel ils ont lamentablement échoué, ils ne sont pas capables de l'assumer. Lorsqu'on est chef de l'État, lorsqu'on propose un programme de société, c'est qu'on a pris en amont le temps d'étudier la faisabilité de ce que l'on propose. D'autant plus que Ali Bongo n'est pas un novice en politique. Son père a dirigé le Gabon pendant 42 ans. C'était le même parti, la même famille, et il a été ministre pendant plus de 15 ans dans des ministères régaliens, donc il connaît bien la machine, et donc il ne peut pas prétexter ne pas avoir connu la machine pour justifier l'échec. Justement, je le disais tantôt, ce gouvernement, depuis 50 ans, on est dans la procrastination. On échoue, mais on dit non, accordez-nous encore une chance, vous aurez les logements la prochaine fois. Mais quand on en promet 35 000 et qu'on n'en fait que 872, je suis désolé, l'échec est cuisant et on tourne la page. Alors je voudrais évoquer... Oui, allez-y, répondez. Ce que Mme Dom oublie de dire, c'est que les adversaires d'Ali Bongo aujourd'hui ont fait partie de ce système. Ali Bongo, ministre des Affaires étrangères... On l'a rappelé dès le début, Jean Ping faisait partie bien sûr, ministre des Affaires étrangères, il a ramené 2 centres médicaux à Oyem et à Mouila. Ministre de la Défense, il a fait construire l'un des fleurons aujourd'hui à Libreville, c'est l'hôpital des armées.
ministre, président de la République, vous voyez Libreville, c'est le premier centre hospitalier de la